Mais est-ce que vous n'avez pas eu, disons, un petit moment d'appréhension avant de prendre le LSD en se disant c'est peut-être dangereux, je ne sais pas très bien ce que c'est, etc. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça. J'avais déjà fumé, alors je savais ce que c'était, puis j'étais trop... Je ne sais pas dans quel état d'esprit exactement j'étais, mais il me fallait quelque chose, je ne sais pas, pour changer carrément. C'est ça. Vous étiez très abattu, dites-vous, mais c'est par le service militaire? Par le service militaire, oui. Ça a été comme une mauvaise réaction, puis vivre dans un milieu pareil pendant un an, c'est impossible. Quel métier faites-vous? Oh, actuellement aucun. Enfin, si, disons, je suis manœuvre actuellement, mais j'ai un métier que je n'exerce plus. Faute de mes cheveux, parce qu'on me refuse pour... Quel métier? Plombier. Plombier. Et alors, bon, on refuse un plombier avec des cheveux longs, c'est ça? Ben... Oui, on refuse. Vous avez déjà pris de la marijuana? Oui. Il y a longtemps? Il y a deux semaines, 3 semaines. Quel âge avez-vous? 18 ans. Et vous avez commencé à quel âge à prendre la marijuana? 16 ans, 17 ans. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à fumer de la marijuana? C'est assez comique à raconter, quoi. C'était dans le sud de la France, chez un curé. Oui, comment cela? C'est-à-dire qu'on était à 3 ou 4, quoi, réunis, et le curé a même fumé avec nous, quoi. Le curé n'a rien dit? Non, il était d'accord, quoi. C'est-à-dire qu'il était assez spécial. Curé moderne, disons. Oui, un curé qui aime la pop musique, entre autres, enfin, qui s'intéresse à tous les problèmes. C'est ça. Alors après, vous avez repris de la marijuana? Oui, j'ai essayé plusieurs fois à Amsterdam, ici quelques fois. Surtout dans les pays étrangers, quoi, en général, c'est moins dangereux. Vous avez réfléchi à la raison pour laquelle vous fumez ou vous avez fumé de la marijuana? C'est surtout un besoin d'évasion, quoi. Une soif de savoir et être dans un état tout à fait différent, quoi. Oui, quel genre d'être un état euphorique? Non, pas spécialement euphorique, c'est surtout... Enfin, moi, ça a consisté à me comprendre beaucoup plus facilement, quoi. Enfin, j'ai commencé comme ça, quoi. En pensant surtout pour moi, quoi. C'est ça. Mais vous aviez des problèmes? Oui, mais j'en ai toujours. Les problèmes ne sont pas résolus par la drogue. Les réseaux clandestins de drogue sont extrêmement cloisonnés. Ils disposent de moyens financiers importants. La lutte antidrogue nécessite une action concertée, au moins au niveau européen, ce que vient de proposer le gouvernement français. À côté des professionnels, il y a le petit trafiquant qui achète en Hollande ou en Allemagne une certaine quantité de drogue, à la fois pour la revente et pour son usage personnel. Le prix de la dose de marijuana, de hashish ou de LSD varie entre 50 et 250 francs, ce qui n'est généralement pas au-dessus des moyens financiers dont disposent les jeunes. Je vais vous parler de quelques drogues qui sont particulièrement utilisées parmi les jeunes, en Belgique d'ailleurs. N'est-ce pas? Il y a d'abord le hashish et la marijuana, qui sont tous deux dérivés du chanvre indien. Et on se sert de la marijuana, qui est en réalité la texture de la plante, c'est-à-dire la fibre de la plante, etc. On en fait des cigarettes que l'on appelle des cigarettes de marijuana. Vous voyez la forme spéciale, les deux bouts sont torsadés pour éviter que cette marijuana, qui est dans le fond une sorte de poudre, ne s'échappe de la cigarette. C'est ce qu'ils appellent un joint, je crois. Non, c'est une cigarette de marijuana. Le joint est tout à fait différent. C'est une cigarette qui se fait également, mais avec du hashish. Il y a du tabac. Vous voyez la forme tronconique de la cigarette, tout à fait spéciale. Le hashish se trouve ici. Le tabac sert surtout à chauffer le hashish pour qu'il brûle. Et évidemment, on puisse l'inhaler. L'importance, évidemment, de fumer cette marijuana ou ce hashish réside surtout dans le fait qu'ils inspirent très profondément la fumée, la conservent le plus longtemps possible dans les poumons, parce que c'est à ce moment qu'elle agit et qu'elle passe dans le sang. C'est ça. Ça, c'est la drogue la plus employée. C'est la drogue la plus employée. Quelles sont les autres drogues utilisées par les jeunes?
Il existe évidemment une drogue qui est particulièrement dangereuse, un des hallucinogènes les plus dangereux qui existent, évidemment, c'est le LSD. Le LSD, qui est donc un acide qui est facilement fabricable en laboratoire, il est évident que cet acide, voici la présentation légale de cet acide. Une petite ampoule. C'est donc une petite ampoule. Une dose d'LSD, ça représente 50 microgrammes, c'est-à-dire l'équivalent de la pointe d'une aiguille. Dans 28 grammes de LSD, on peut faire 300 000 doses. Il faut donc se rendre compte qu'il y a très peu de produits, on peut empoisonner un tas de gens. Il est évident que le LSD a évidemment cette particularité, c'est un liquide, vous le voyez, un liquide, incolore, inodore et sans saveur. Donc, pratiquement comme de l'eau. Ce liquide peut être placé sur des supports, sur n'importe quel support, soit de la crème glacée, soit des bonbons, soit des bijoux, soit des timbres-poste, soit des papiers buvaires, soit des livres. N'est-ce pas? Nous avons par exemple également, voici par exemple un bonbon qui a été imprégné de LSD. N'est-ce pas? Ce comprimé était vendu, je pense, dans l'ordre de 800 francs, le comprimé. Il y avait 4 doses. Il y avait 4 doses, il y avait 800 gammes en tout cas. Donc une dose peut coûter quelque chose comme 200 francs. Ça varie entre 80, 100, 200 francs, selon la loi de l'offre et de la demande, évidemment. Quelles sont les autres drogues que l'on... Nous avons alors, évidemment, comme autre drogue, les opiacés. Et ici, en Belgique, nous avons évidemment l'opium qui a fait son apparition sous différentes formes, évidemment. Cet opium peut être évidemment transformé dans des laboratoires clandestins en morphine de base, qui est donc pratiquement de l'opium en poudre, et de là, évidemment, être transformé en héroïne, qui est évidemment la drogue la plus dure et la plus dangereuse. Je crois que vous avez fait une prise assez récemment Nous avons fait une quantité d'opium. Oui, nous avons fait une prise de 23 kilos d'opium. Vous montrer d'ailleurs ce que c'est. Voilà, un des paquets d'opium, par exemple. Oh, vous voyez, c'est une pâte molle, d'une teinte noirâtre, brunâtre, brun noir. Et qui ne sent pas très bon. Qui sent d'ailleurs terriblement mauvais. Et ceci représente combien? 1 kilo? 1 kilo d'opium, ou à peu près? Environ. Et combien faut-il de kilos pour faire cette morphine base? Pour faire de 10 kilos de morphine, d'opium, on en tire 1 kilo 200 de morphine de base, et d'1 kilo 200 de morphine de base, on tire 1 kilo 200 d'héroïne. Pratiquement, on peut dire que hors de 10 kilos d'opium, on fait 45 000 doses d'héroïne injectable. Et c'est revendu en héroïne injectable au prix de 250 à 500 francs la dose. Hors de ce kilo 200 d'héroïne pure qui deviennent 40 kilos de 45 000 doses, il est évident que on peut tabler sur un prix moyen d'une vingtaine de millions. Donc ça veut dire que pour 20 000 francs d'investissement au départ de la chaîne, on arrive en fin de course environ à 20 millions. À 20 millions. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 22 ans. 22 ans. Vous vous êtes drogué, comme on dit. Oui. Et il y a longtemps, quel âge aviez-vous lorsque vous avez pris de la drogue? Je vais avoir 17 ans. 17 ans. Et quelle sorte de drogue avez-vous pris? J'ai commencé par le LSD. Le LSD. Et après? Le hashish, toutes les autres. On essaye d'habitude. C'est quoi les autres? Le STP, il paraît. Alors, j'ai fait 3 piqûres. Quoi? Cocaïne, héroïne? J'ai fait 2 à l'héroïne et 1 à l'opium. 1 à l'opium. Vous avez quitté vos parents? Oui. Volontairement, de commun accord? J'avais fait une fugue. Pour quelle raison? L'entente avec mes parents, ça n'allait pas très bien. En fait. Ça n'est pas très bien, vous entendiez pas bien avec vos parents? Non. Sur des points précis ou d'une façon générale? C'était surtout pour les sorties, etc. Enfin, on fait toute une histoire pour à peu près rien. Enfin.
Je voulais sortir jusqu'à l'heure qui me plaisait. Tard dans la nuit. Pas spécialement tard, hein, mais pas avoir une heure fixe pour rentrer. Bon, vous avez quitté vos parents, vous aviez quel âge alors à ce moment-là? J'avais 16 ans. 16 ans lorsque vous avez quitté vos parents. Puis, vous travailliez déjà à ce moment-là ou bien vous avez Oui, dû je travailler? travaillais déjà à ce moment-là. C'est ça, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais déjà dans le magasin. Et j'ai quitté mes parents, je continuais un peu, puis j'ai arrêté. Vous étiez vendeuse? Oui. Et vos copains, est-ce qu'ils se droguaient? Est-ce qu'ils prenaient de drogue? Oui, c'est ça surtout qui m'a attirée, moi. Je voulais voir pourquoi c'était, etc. C'est-à-dire, vous voyez vos Je voyais copains? mes copains qui avaient l'air assez bien, et contents de le prendre, alors je voulais essayer aussi. Qu'est-ce qu'ils prenaient surtout? C'est surtout le LSD. LSD. Et ils paraissaient bien. Oui. Ça vous a donné envie de voir comment c'était. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un trip? Pareil, c'était un voyage. Vous aviez eu l'impression de faire un voyage? Non, pas du tout. Mais on appelle ça quand même un trip, Oui, un on voyage. appelle ça un voyage parce qu'on n'est pas dans la réalité, enfin. C'est plutôt comme si c'était de la science-fiction. Et alors, pendant que vous preniez ce LSD toute seule ou bien avec vos copains? Surtout avec les copains, parce que seul, c'est angoissant. Oui, pourquoi c'est angoissant tout seul? Bah, le silence, etc. Des fois, la musique, ça compense, hein, mais en général, de se retrouver seul, c'est pour tout le monde la même chose. Seulement, en trip, c'est plus... Alors, de quoi parliez-vous avec vos copains qui étaient en trip? Au début, il fallait que je discute comme eux, enfin, d'où venaient les gens, d'où l'homme venait. Pas toutes sortes d'histoires, enfin, ça dégénérait toujours. Hein. Mais ils discutaient toujours d'où l'homme venait? Toujours, presque toujours la même chose. Hein. Mais ça dégénérait, enfin, c'était vraiment ridicule. Mais comment ça dégénérait? Oui, on commençait avec l'origine de l'homme, l'origine de la terre, et puis on en arrivait à parler de fourchettes et comme si les Chinois s'en serviraient de la même chose que nous autres, et si nous autres on se servirait des baguettes comme les Chinois, etc. C'était vraiment dégénéré. Hein. Au début, je parlais comme eux, hein, mais après, je les laissais tomber. Je préférais rigoler avec les autres, qui s'en fichaient pas mal du bazar comme moi. Et comment rigole-t-on lorsqu'on a pris du LSD? Ben, on rigole un peu bêtement parce qu'on rit pour rien. Hein. C'est une envie qu'on a, puisqu'on ne parle pas de choses sérieuses, on a plutôt envie de rire. Et c'est un rire qu'on se demande quand il va arrêter. Enfin. C'est pas l'arrêter de nous-mêmes, il faut que le trip soit un peu passé pour que ça arrête. C'est une espèce de rire nerveux? Oui, c'est nerveux. Et en rue, lorsque vous aviez du LSD en rue, vous n'aviez pas peur? Non, c'était assez marrant parce qu'on a l'impression de ne pas toucher le sol. Alors, on a plutôt l'air de ne pas marcher tout en marchant. Donc de planer? Oui. J'étais avec des copains dans une chambre. On parlait d'oiseaux, etc. Alors j'avais l'impression vaguement que je pourrais voler. Alors j'ai ouvert la fenêtre. Et puis, je ne sais pas, avec le réflexe de conservation ou je ne sais pas. J'ai refermé la fenêtre et pareil, je suis allée m'asseoir. Ça, je ne me souviens pas. Je me souviens que je suis montée sur la fenêtre, mais pas que je suis redescendue. Vous aviez l'impression que vous étiez un petit oiseau? Oui. Vous avez l'impression que vous pouviez voler? Oui. Est-ce que vous pensez parfois à l'avenir, à votre avenir? Oui, pour moi, c'est terminé tout ça. J'avais pensé que, à ce moment-là, enfin, quand j'en prenais assez souvent, je pensais que je ne vivrais pas jusqu'aux 35 ans, enfin. C'était l'idée ancrée, et je me disais, il n'y a pas besoin de me tracasser, ça ne durera pas longtemps. Donc autant prendre de la drogue. Voilà. Lorsque vous avez pris les premières fois le LSD, est-ce que vous avez été tenté de stopper ou bien tenté de continuer à en prendre? Moi, j'étais plutôt tentée de continuer à en prendre pour voir toujours plus loin, pour voir si il n'y aura pas d'amélioration à ce que je faisais pendant mes trips. Enfin. Et vous espériez toujours un voyage meilleur, plus agréable? Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez pris des drogues plus dures, alors l'opium? Oui, ça c'était pour voir, parce que j'avais vu plusieurs toxicomanes comme ça. Alors je me demandais, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Parce qu'ils me disaient qu'ils n'aimaient vraiment pas, qu'ils n'étaient pas bien même pendant qu'ils le prenaient. Alors je voulais voir pourquoi. Je suis curieuse de nature. Et pourquoi en prenait-il alors s'il ne se trouvait pas bien? Je crois que quand on a commencé les piqûres, on ne s'est pas arrêté. Pareil, enfin, il faut la désintoxication. Et les gens ont peur de la désintoxication. Parce qu'en Belgique, ce n'est pas bien fait. Non? Non. Comment ce n'est pas bien fait?
Non, il paraît que quand on va en désintoxication en Belgique, on ne ressort pas désintoxiqué. On sort avec une amélioration, mais on en reprend après. Ça n'a pas été votre cas, vous n'avez pas dû aller. Non. Vous n'avez pris que 3 piqûres, c'est ça? 3 piqûres. 3 piqûres. On rampe directement, c'est terrible. Hein. À la 3e piqûre, je me disais déjà quand est-ce que je vais faire la 4e, alors j'ai dit stop. Vous avez cessé d'en prendre prendre de la drogue, pour quelle raison? J'attendais un bébé, alors j'ai arrêté directement. Parce qu'il paraîtrait que ça fait quelque chose au physique et au psychique de l'enfant. Donc c'est à cause de l'enfant que vous Oui. attendiez que vous avez stoppé la drogue. Mais c'est pas à lui à réparer mes erreurs. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu d'enfant? J'aurais continué. Chaque drogue a quand même sa physionomie particulière. Si je pense au LSD, que j'ai tout à l'heure classé à côté du tabac, d'un certain point de vue, par ailleurs, je le considère personnellement comme une drogue extrêmement redoutable par le fait que la prise unique peut éventuellement, dans certains cas, rares il est vrai, mais qui commence à voir si on sera dans le lot ou si on n'y sera pas, c'est un problème de roulette russe, peut provoquer des dégâts absolument irréversibles après une seule prise, ce qui est quand même extrêmement rare dans le domaine des drogues. Quel genre de dégâts peut provoquer le LSD? Disons, pour parler en termes simples, ça peut aller jusqu'à provoquer la folie. C'est évidemment une réaction tout à fait rare et exceptionnelle même. Mais ça s'est vu. Évidemment, on ne sait pas si le LSD a fabriqué une folie, je n'oserais pas dire ça, mais ça me paraît suffisant de dire qu'il a révélé une folie qui n'était pas déclarée, ou qu'il l'a avancée de plusieurs mois, de plusieurs années. Il y a aussi un autre phénomène particulier très dangereux, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes de récurrence, c'est-à-dire réapparition des symptômes d'intoxication, tels que hallucinations, qui peuvent être agréables ou terrifiantes, mais ça, on ne sait pas savoir à l'avance comment l'individu X ou Y va réagir, sans absorption nouvelle de la drogue. Donc aujourd'hui, je consomme du LSD, je vais faire un voyage au LSD, qui sera beau ou qui sera pas beau, je n'en sais rien du tout, je ne connais pas mon inconscient. Et dans 3 semaines ou dans 1 mois, je vais refaire ce même voyage, alors que j'ai pas pris de LSD du tout. Ça représente tout de même un péril extraordinaire. Mais donc le LSD révèle l'inconscient. Révèle l'inconscient dans une certaine mesure, oui. Est-ce que vous avez déjà pris de ce qu'on appelle de la drogue, le marijuana ou du LSD ou autre J'ai chose? pris du hashish et du LSD. C'est ça. Souvent du hashish? Non, du hashish 2-3 fois, mais j'avais des nausées, ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai passé au LSD. Pour quelle raison? Comme tout le monde, par curiosité. C'est la seule raison? Oui. Oui, parce que tout le monde en prenait. Il y en a qui disaient que c'était bien, alors j'ai voulu essayer. Alors comment c'était dans votre cas? Ce voyage au LSD? Mon voyage s'est toujours bien passé, mais je ne voulais pas continuer parce que je suis mariée, j'ai des enfants, je ne voulais pas me détruire. Qu'est-ce qu'on appelle un voyage finalement? C'est difficile à expliquer. Vous êtes dans les vapes, vous voyez des choses inimaginables. Vous pouvez penser n'importe quoi, vous le verrez. Mais quel genre de choses voit-on? Ça dépend, vous voyez une affiche avec des yeux, vous avez l'impression que tout bouge. Ou vous voyez des couleurs, vous pouvez sortir à l'extérieur, vous verrez, vous imaginez que le building bouge, et bien vous les verrez danser. Ça dépend. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'en parle. Donc vous avez vu des buildings bouger? Oui, je voyais bouger, ou les voitures qui foncent sur moi. C'est une imagination. La voiture est peut-être à 200-300 mètres, mais j'ai l'impression qu'elle est sur moi. Alors vous avez l'impression que la voiture fonçait sur vous? Oui, à ce moment-là, j'ai des angoisses. Parce que la drogue se prend en groupe, certains y voient un symptôme de malaise social chez les jeunes. D'autres associent l'apparition de la drogue chez les jeunes à l'explosion de la musique pop, interprétée souvent sous l'influence de la drogue et dont certaines chansons glorifient quelquefois la drogue.
car lors de mon premier voyage, j'avais nettement l'impression que j'irais en prison, enfin. Car certaines visions, certaines images me sont apparues de mon subconscient lors du voyage, me montrant carrément aller en prison. Et pourquoi pensiez-vous aller en prison? Parce que ça, je ne peux l'expliquer. Tout cela est monté de mon inconscient carrément. Tout cela étaient des tensions qui étaient latentes et qui sont affluées à la surface par le LSD. C'est ça. Or, vous pensiez aller en prison parce que vous preniez de la drogue ou parce que vous vendiez de la drogue? C'était peut-être également parce que je savais que j'allais en vendre par après. Vous étiez déjà décidé à vendre de la drogue? Oui. Est-ce que ces jeunes, finalement, ne sont pas tentés par d'autres drogues, par exemple l'alcool? Pourquoi ne prennent-ils pas l'alcool et en général, de la chiche et autres? Les jeunes qui se droguent donc au boire de l'alcool. Il y en a beaucoup qui évitent le tabac même. J'en ai connu assez bien. Alors, donc, pourquoi l'alcool et le tabac? Parce que c'est soi-disant pour eux, disons, de la drogue des adultes, enfin. Ils rejettent. Ils veulent quelque chose à eux. J'estime qu'un drogué n'est pas un homme. Se mettre à part des adultes par une drogue de jeunes, c'est aussi une explication à laquelle s'ajoutent toutes les autres motivations. Que pensent les parents et les adultes? Écoutons le père d'un jeune homme de 20 ans. Il n'est pas tendre pour les drogués et pour la drogue. Son opinion sur la jeunesse est souvent sans nuance. Le dialogue entre le père et le fils semble impossible. Et pourtant, tous deux ont de l'affection l'un pour l'autre. Interrogeons-nous. Sommes-nous sûrs de parler le même langage que les jeunes, ou tout au moins pouvons-nous les écouter? Quelle serait notre réaction si nous apprenions un jour que notre fils ou notre fille se drogue? Je ne crois pas qu'il se drogue. Je dis je ne crois pas, car avec la jeunesse actuelle, c'est très difficile de s'avancer de façon définitive. À votre avis, pour quelles raisons les jeunes se droguent-ils? Pourquoi? Je crois qu'ils ont de tout en trop. Je crois qu'ils ont une jeunesse beaucoup trop d'oreilles. Ce sont des gens qui ne font aucun effort. En général, je parle surtout de ceux qui se droguent et d'une certaine catégorie de jeunes. Je vais prendre un exemple typique ici, qui est celui de mon fils. C'est un jeune gars qui a 21 ans et qui n'a jamais rien foutu. Sinon que de traîner dans les écoles, réussir bizarrement, mais réussir quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fréquenté des bars. Hein? Il est allé se foutre en vacances. Les vacances, pour lui, c'est faire des choses invraisemblables. S'il avait été pris une seule fois pendant ses vacances, ben, il en avait pour 6-7 mois de tôle. Avec des gamineries, je m'empresse de le dire, mais enfin, ce sont des gens qui ne font que ce qui leur semble bon, tout simplement. Ils ont envie de faire tout, sans jamais se demander si ce qu'ils font est valable ou pas. C'est le moins de leurs embarras, d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez déjà discuté avec votre fils de la jeunesse actuelle, des problèmes, éventuellement même de la drogue? Mais nous ne sommes jamais d'accord. Ça, je dois dire qu'on n'est jamais d'accord. Et que lorsque parfois je le suis, avec lui, ben, à peine est-il parti qu'il fait le contraire de ce que je lui dis. Mais sur quel point êtes-vous en désaccord, surtout? Surtout, je crois qu'il y a une barrière très forte entre la jeunesse actuelle et moi-même. Mais est-ce que c'est une barrière, disons, plus grande qu'auparavant? Il y a toujours eu un fossé, je pense, un décalage entre la jeunesse, les parents. Non, je crois que ça est venu d'une chose qui n'est pas très terrible, mais ça est venu des cheveux. Moi, je dois être très franc, c'est une chose qui m'a toujours déplu et qui me déplaît toujours, ce sont les longs cheveux. Et je crois que ça a été la première barrière avec mon fils. C'est bien qu'il y a des longs cheveux qui sont bien, mais il y en a comme lui. Quand on regarde derrière, mais c'est plutôt un homme des bois. Alors c'est surtout ça, ça a été la première barrière. Et de là est arrivée une masse de choses qui nous ont opposés. D'abord, mon fils, il est contestataire pour tout, puisque je n'aime pas les drogués. En principe, il les aime. Hein? Mais... Il conteste politiquement aussi? Mon fils, il conteste tout. Il ne conteste pas mes idées, il conteste tout. C'est un contestataire 100%. Il est toujours pour ce qui est. Il est contre tout. Mais il n'a pas beaucoup d'idées pour reformer le monde. Il veut détruire tout sans rien refaire. Mais vous discutez parfois avec lui de la société, des gens, oui. des politiques, je ne sais pas. Oui, mais en général, il est contre tout. Vous savez, un jour, il est maoïste, et puis alors il est devenu communiste de Cuba. Moi, albanais, il a été russe,
Maintenant, il a été capitaliste, je ne crois pas qu'il soit passé par là. Mais il est anarchiste, il a été. Il y a chrétien, ça, il a été très peu. Mais à part ça, je crois qu'il a été tout. À part capitaliste et chrétien, mais il n'a pas beaucoup d'idées fixes. Et vous n'êtes pas maoïste, vous, monsieur? Non, ben, vous savez, moi je ne suis pas maoïste, je ne suis pas contre, moi, je suis pour la paix des gens. Ceux qui veulent être maoïstes, ben, qui restent maoïstes, c'est leur affaire. Quelle doit être, à votre avis, l'attitude des adultes et des parents, notamment, lorsqu'on découvre qu'un jeune homme, une jeune fille se drogue? Je pense qu'il faut réagir par plutôt comme réagirait quelqu'un qui est préoccupé d'hygiène mentale plutôt que de répression. Je pense qu'il faut absolument adresser ce jeune à un médecin ou à un psychologue pour voir, si vous voulez, s'il n'y a pas moyen de déceler quelle est la motivation précisément dont nous parlions au début. Quelle est la motivation de l'individu en question à se droguer? Y a-t-il moyen d'agir sur cette motivation ou peut-on, par le raisonnement ou par l'analyse, lui fournir une contre-motivation à ne pas se droguer qui sera suffisante pour éviter le péril? Donc je crois qu'il faut absolument consulter parce que la toxicomanie est une maladie. Même si c'est par curiosité au départ? Même si c'est par curiosité au départ, puisque on ne sait pas très bien chez un individu donné si le stade de curieux n'est pas déjà dépassé. Ça dépend de la drogue, évidemment, qui a été utilisée. Et de toute façon, il est bon à ce moment-là d'apporter une information objective et scientifique aux jeunes pour qu'ils sachent justement mettre dans la balance sa curiosité d'un côté et le péril de l'autre, et qu'ils puissent à ce moment-là décider s'ils jouent le jeu ou pas. Parce qu'en général, je suis convaincu que des tas d'individus se sont drogués en méconnaissance totale des dangers courus. Est-ce que ce danger de la drogue risque de s'étendre ou bien est-ce que c'est finalement une mode qui va passer? Je voudrais espérer qu'il s'agit d'une mode passagère, étant donné qu'elle s'est répandue chez nous assez rapidement, mais je ne voudrais pas être optimiste parce qu'il faut dire qu'il s'agisse du gabarit des voitures, du nombre de réfrigérateurs par habitant ou de la télévision en couleur, nous avons toujours sur les États-Unis un retard qu'on peut chiffrer entre 5 et 15 ans. Alors pour savoir extrapoler de la situation actuelle pour la décennie qui vient, je crois qu'il est quand même honnête de se tourner vers les États-Unis et de regarder où ils en sont. Ils ont parcouru en 10 ans un chemin extraordinaire sur le plan de la drogue. Si c'est le même chemin que nous devons parcourir, nous, et c'est probable, je ne vois pas quel argument on pourrait opposer à cette simple comparaison, disons que ce sera un problème extrêmement dramatique avant 10 ans. Actuellement, nous en sommes aux premiers dégâts, là où en étaient les États-Unis il y a 10 ou 15 ans. Et aux États-Unis, est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de drogués? Plusieurs dizaines de milliers de drogués à l'héroïne, rien que dans le seul État de New York, par exemple. Certains chiffres sont également cités dans l'enseignement secondaire, de 10 à 40% d'utilisateurs. Ce qui représente des chiffres absolument incroyables. Des jeunes gens de quel âge? Des jeunes filles de quel âge? Disons qu'en ce qui nous concerne, c'est plutôt la génération 15 à 25 qui est visée, avec, disons, un danger particulier entre 18 et 20. Mais aux États-Unis, on a remarqué aussi que plus la vague de drogue s'étendait, plus l'âge moyen s'abaissait. C'est ainsi qu'il a été découvert aux États-Unis un nombre non négligeable d'intoxications par les drogues majeures dans l'enseignement primaire, donc avant 12 ans. La drogue atteint déjà les petits jeunes gens et les petites jeunes filles d'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, ils sont atteints. C'est un fait certain. D'ailleurs, un problème se pose actuellement dans les écoles. Non, je ne dis pas une école bien déterminée, c'est dans toutes les écoles, n'est-ce pas, à tel point d'ailleurs que l'échevin de l'instruction publique de Liège, monsieur le député Claus, et son homologue de la jeunesse, monsieur Pirotte, ont décidé de faire une campagne d'information dans les écoles, tant au point de vue du corps professoral, des éducateurs de jeunes, etc., que parmi les jeunes eux-mêmes dans les écoles. C'est-à-dire que ça atteint des jeunes gens et des jeunes filles de quel âge maintenant à peu près? Ou ça risque d'atteindre? Oh, on peut déjà dire qu'à 13-14 ans,
nous avons eu des jeunes qui avaient consommé, qui avaient utilisé de la drogue.